Bonjour, vous avez été très nombreux à contribuer sur le MOOC PiloPro et l'heure est venue pour moi d'essayer d'y mettre une conclusion, mais c'est une conclusion qui va être toute provisoire parce que vous savez, l'urbanisation, c'est une discipline qui est en cours d'évolution permanente et d'ailleurs vous aussi, vous allez participer à ces évolutions, je l'espère. Vos contributions, elles ont été très riches. La conclusion que je vais essayer d'y donner, elle sera donc toute provisoire, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire partager quelques retours d'expérience et aussi quelques convictions que j'ai pu acquérir grâce au projet auquel j'ai eu la chance de participer. Alors cet atelier, il avait pour titre le projet d'urbanisation. C'est quoi un projet d'urbanisation? D'abord, il y a le terme projet déjà. Et un projet, c'est un processus. Ça tombe bien puisque nous sommes dans un MOOC qui parle des processus justement. Donc tout part de ce processus-là. La différence avec les projets, c'est que ce sont des processus qui donnent un résultat unique. C'est comme un film par exemple. Un film, le produit, tous les films sont uniques. Il n'y a pas de films qui se ressemblent. Justement, en parlant de films, tout récemment j'ai eu l'opportunité de regarder le film de Ryan Gosling qui s'appelle Lost River. Et j'ai été assez épaté de découvrir que ce film-là, qui est sorti il y a déjà 2 ans, j'en avais jamais entendu parler, la Warner Bros, le distributeur, avait décidé de ne pas le sortir en salle. Pourquoi? Parce que en 2014, il avait eu un accueil, disons, assez mitigé à Cannes. Quel rapport avec l'urbanisation, vous allez me dire? L'urbanisation, le projet d'urbanisation, c'est un peu comme tourner un film. Il faut tout un tas de compétences, des réalisateurs, des chefs-op, des éclairagistes, mais il faut aussi quelqu'un qui soit prêt à l'acheter, votre film. Il faut quelqu'un soit convaincu par l'intérêt de votre projet. Si vous pouvez concevoir la meilleure urbanisation possible de votre système d'information, si vous n'avez pas quelqu'un, et je pense en particulier au métier, ce qu'on a la coutume d'appeler le sponsor, celui qui va financer le projet, je crois qu'il vaut mieux le laisser dans les cartons et il sera sinon voué à l'échec. Et un projet d'urbanisation, cela nécessite des techniques, des compétences, un savoir-faire. Même si le résultat est unique, cela nécessite en fait de connaître certaines démarches. La plus connue de ces démarches-là, c'est probablement celle qui est préconisée par The Open Group, TOGAF, dont vous voyez ici le schéma probablement le plus célèbre qui est Architecture Development Method. Mais TOGAF, c'est une méthode qui est parfois jugée très très lourde et c'est pourquoi beaucoup d'entreprises se sont construit leur propre méthode, elles sont adaptées à leurs besoins et la méthode la plus intéressante et la plus répandue, elle s'intéresse au résultat en fait, et le résultat ce sont ces 4 vues. Le projet d'urbanisation, c'est un projet, c'est un processus, il doit produire un résultat, et ce résultat, le plus facile, c'est de l'exprimer avec ces 4 vues, celles que Yves Condamine nous a expliquées dans ses vidéos, la vue métier, la vue fonctionnelle, la vue applicative et la vue de l'infrastructure. La vue processus, vous avez suivi le MOOC CartoPro, donc vous savez qu'elle est facile à outiller avec une notation comme BPMN, et c'est le point de départ, c'est celle qui nous explique et qui nous montre comment l'entreprise veut fonctionner. Ensuite, il y a la vue fonctionnelle, probablement une des plus difficiles à construire, parce qu'en fait, elle est très abstraite, elle fait la transition entre le métier et l'applicatif. Quand on en arrive à la vue applicative, là, il s'agit de choisir les logiciels, les applications dont on a besoin pour outiller les fonctions que l'on vient de définir dans la vue fonctionnelle, justement. Et enfin, dans la vue infrastructure, je vais choisir les matériels, le hardware, les serveurs, tous les composants sur lesquels je vais déployer les logiciels et les applications que j'aurai choisis juste à l'étape antérieure. La première catégorie de règles, ce sont les règles avec lesquelles on va construire chaque plan. Et ces règles, elles sont propres à chacun de ces plans. Pour donner un exemple de règles qui s'appliquent au plan métier, il y a des règles qui s'appliquent au découpage des processus. Par exemple, dans une entreprise, vous n'allez jamais donner à une même personne le droit à la fois de commander du matériel et puis de régler les fournisseurs. Ce serait prendre un trop grand risque. Donc ce sont des règles de découpage de responsabilité. La deuxième catégorie de règles, ce sont les règles qu'on peut appeler les règles de dérivation.
celles qui permettent de passer d'un plan à un autre. Et pour prendre un exemple que je vais essayer de développer un peu plus tout à l'heure, c'est comment fait-on, une fois qu'on a modélisé nos processus, pour en déduire les fonctions dont on a besoin. Et enfin, il y a une troisième catégorie de règles, de directives qui vont nous être données par la stratégie. Et la stratégie, elle intervient sur tous les plans. Un exemple où elle intervient, c'est le plan applicatif. Si la stratégie de l'entreprise, c'est de dire que tous les composants qu'elle va développer doivent être, ou qu'elle va utiliser doivent être en architecture SOA, en architecture de service, il est clair que cela va fortement influer sur la structure des composants qu'elle va vouloir réaliser, acheter et déployer. Une des techniques les plus intéressantes pour dériver du plan métier vers le plan fonctionnel, eh bien, c'est d'essayer d'exprimer déjà le métier avec des données et avec des actions sur ces données. On vous l'a recommandé dans CartoPro pour exprimer vos activités. Le mieux, c'est de les exprimer sous forme d'un verbe qui agit sur un objet. Par exemple, valider une commande. Eh bien, valider une commande, pour valider une commande, c'est exactement la fonction dont on a besoin aussi. Passer par les objets, c'est le point le plus crucial pour arriver à construire son modèle fonctionnel. À ce stade, j'aimerais essayer de clarifier le terme de POS, plan d'occupation des sols. Quand on regarde la manière dont les entreprises utilisent ce terme, on voit qu'il peut prêter à deux significations. Dans le premier cas, c'est uniquement un plan de classement des fonctions. On peut le voir ici. On a des grandes zones entre les fonctions métiers, donc celles qui sont spécifiques à l'entreprise, les génériques, celles qui ne sont pas spécifiques à l'entreprise, par exemple la gestion des ressources humaines, la comptabilité, on a le pilotage, on a les référentiels. Vous verrez ici qu'on n'a aucune notion d'application. Sur ce poste qu'on peut appeler fonctionnel, on a aussi les fonctions d'échange qui sont très très importantes, c'est celles qui permettent justement à toutes les fonctions d'échanger entre elles lorsqu'elles en ont besoin. La différence entre le poste fonctionnel et le poste applicatif, c'est que sur le poste applicatif, vous allez choisir les logiciels que vous avez décidé d'implémenter et vous allez les positionner sur votre poste fonctionnel de manière à montrer quelles sont les fonctions qui sont couvertes par ces logiciels. Je vais essayer d'illustrer cette différence entre poste fonctionnel et poste applicatif par ce magnifique schéma de Paris à l'époque romaine. Il est un petit peu inversé, parce que là, on voit Paris vers le sud. Quand les Romains ont colonisé la Gaule, c'est uniquement l'île de la cité qu'on voit à peu près au centre en haut qui était habitée. Les Romains, ils ont été assez malins, ils n'étaient pas fous ces Romains. Ils ont dit on va laisser les Parisiens au milieu, là, se battre dans leur petite île, et nous, on va urbaniser la rive gauche. Et les Romains, ils étaient assez malins pour se dire aussi, quand ils débarquaient quelque part, ils n'imposaient absolument pas une situation de tous les sites. Ils disaient simplement voilà ce dont on a besoin. Ils disaient on a besoin d'un forum, on a besoin de bains publics, on a besoin d'un stade. Vous le voyez ici en bas à droite, c'est ce qui est devenu ce qu'on connaît sous le nom des arènes de Lutèce aujourd'hui. Et puis ils organisaient aussi les échanges. Ce sont les Romains, par exemple, qui à Paris ont décidé qu'il y aurait un axe majeur nord-sud qui est aujourd'hui constitué par la rue Saint-Jacques et prolongé par la rue Saint-Martin au nord. Donc ça permet de bien comprendre la différence entre le poste fonctionnel qui dit voilà ce dont j'ai besoin et puis le poste applicatif qui dit voilà où je vais mettre mon forum, voilà où je vais mettre mes arènes. Et ça dépend de la situation d'une ville à l'autre. Si vous allez à Lyon, dont la géographie est complètement différente, on verra que ces fonctions-là, ces bâtiments-là n'étaient pas disposés au même endroit. Ce qui est important de comprendre avec le poste fonctionnel, dont voici un autre exemple ici, c'est qu'il s'agit de classer les fonctions et de le regrouper. BIAN, c'est une initiative dans le domaine bancaire pour lesquelles on peut voir que finalement les fonctions elles peuvent être regroupées soit par catégorie de produits bancaires au milieu, soit en fonction du travail de ce qu'on leur demande. Donc il n'y a pas vraiment de règles pour classer un plan fonctionnel. Chez Rhapsody Conseil, nous avons souvent été amenés à aider des architectes ou des urbanistes, en particulier lorsqu'ils prenaient leur poste. Ils nous appelaient en disant « Ah, j'ai suivi un cours TOGAF ou notre méthode, un cours réputé,
Mais lundi matin, quand je suis revenu à mon bureau, je me suis dit, par quoi vais-je commencer? Eh bien, je leur conseille toujours de commencer par établir un corpus de règles et de principes d'urbanisme qu'ils vont partager ensuite avec toutes les parties prenantes, les métiers, les maîtrises d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. Et dans les grands principes d'urbanisme, en fait, il y en a deux qui sont vraiment basiques. C'est la séparation des responsabilités et le couplage faible. Ces deux principes d'urbanisme, qui sont la séparation des responsabilités et le couplage faible, cela existe pour tous les systèmes. On peut l'illustrer facilement en soulevant le capot de notre voiture. Vous voyez cette magnifique batterie blanche là? Ça illustre parfaitement ces principes-là. C'est un composant, la batterie, dont la fonction est unique. Son rôle, c'est uniquement de produire du courant. Et elle est en couplage faible avec le reste du véhicule, tout simplement parce que elle a deux bornes qui sont complètement standardisées. Si votre batterie tombe en panne, vous allez la remplacer avec une autre d'une marque différente. Il suffit que les bornes soient exactement de la même dimension et vous pouvez brancher les câbles de votre moteur dessus sans aucun problème. Les différentes vues, les différents plans du système qu'on a vus jusqu'à maintenant, processus, fonctions, applications et infrastructures, j'aime beaucoup les compléter par une vue qui est un peu plus dynamique. Sur cette vue-là, vous voyez finalement les principaux composants applicatifs, vous voyez les fonctions qu'ils couvrent et vous voyez les échanges, c'est-à-dire les flux qui sont amenés à s'échanger entre eux. Cette vue-là, je l'ai trouvée très utile sur beaucoup de projets d'urbanisation parce qu'en fait, c'est celle qui permet à tous les acteurs de rapidement appréhender quelle va être l'urbanisation future du système qu'on est en train de construire. Beaucoup se posent la question du rôle de l'urbaniste, de l'architecte, et il me faudrait au moins 3 heures pour développer ce sujet. Et pour rester sur une comparaison avec le cinéma, il me semble que le rôle vraiment de l'architecte sur un projet d'urbanisation, c'est justement de vérifier la cohérence entre toutes les vues qui sont produites. Un peu comme la script qui se charge finalement de vérifier que d'un plan à l'autre, eh bien, il n'y a pas de rupture. Voilà, pour conclure, je voudrais féliciter l'équipe pédagogique de l'Université Jean Moulin. Elle a vraiment fait un travail formidable pour vulgariser cette discipline parfois un peu absconce qu'est l'urbanisation. Et je suis certain que pour l'an prochain, elle va nous préparer un MOOC encore plus formidable. À bientôt!